profite de cette parenthèse pour remercier M. Matz de son aimable invitation, pour vous dire combien je suis honoré de participer à ce colloque et d'ouvrir en quelque sorte la cérémonie des noces de Camus et du théâtre du siècle d'or. J'espère que cette première intervention donnera le ton de ce qui va être nos travaux dans les heures qui suivent. Créé le 14 juin 1953, lors du Festival d'art dramatique d'Angers, la dévotion à la croix témoigne des deux passions, le théâtre et l'Espagne, qui ont habité Camus tout au long de son existence. Le théâtre, qu'il a sans doute découvert à travers ses lectures d'adolescent, entre résolument dans sa vie en 1935, lorsque, sous le signe de Copeau, il fonde à Alger, avec quelques amis, la Compagnie du Théâtre du Travail, devenu 2 ans plus tard le Théâtre de l'Équipe. Metteur en scène, il est également comédien, tant au sein de sa propre troupe que dans celle de Radio Alger, où il joue sous le pseudonyme d'Albert Farnèse. La guerre, puis la défaite, l'éloignent un temps de la scène, mais avant même le retour de la paix, il renoue avec les planches. Entre 1944 et 1949, il écrit, publie et fait jouer Le Malentendu, Caligula, L'état de siège et Les Justes. À ses yeux, le théâtre était, je cite, « à cause de ses difficultés même, le plus haut des genres littéraires ». Dans une lettre à un correspondant italien, il a tenu à ce sujet à dissiper tout équivoque. Je cite, « Je sais qu'on considère ce secteur de mon activité comme mineur et regrettable. Ce n'est pas mon opinion. Je m'exprime là autant qu'ailleurs. » Il s'est montré plus explicite encore dans une conférence donnée 1 an avant sa disparition. Il y indique les raisons personnelles et artistiques de son engagement. Échapper à l'encombrement frivole. Trouver la communauté, les servitudes matérielles et les limitations dont tout homme et tout esprit ont besoin. Fuir l'abstraction qui menace tout écrivain. Enfin et surtout, plus mystérieusement, disposer d'un lieu où vivre dans la vérité. En même temps, il refuse de distinguer entre les 2 personnages qui coexistent en lui. L'écrivain, qui se met à l'ouvrage en fonction d'une œuvre qui obéit à un plan plus vaste et calculé, et le metteur en scène, qui travaille selon l'idée qu'il a du théâtre. Et il précise « Je crois au spectacle total, conçu, inspiré et dirigé par le même homme, ce qui permet d'obtenir l'unité du ton, du style, du rythme, qui sont les atouts essentiels d'un spectacle. En foi de quoi, dit-il, je me commande alors des textes, traductions ou adaptations, que je peux ensuite remodeler sur le plateau lors des répétitions et suivant les besoins de la mise en scène. En somme, je collabore avec moi-même, ce qui exclut du même coup, remarquez-le bien, les frottements si fréquents entre l'auteur et le metteur en scène. C'est dans cette perspective que Camus a voulu faire découvrir au public d'Angers non pas une, mais 2 comédias du siècle d'or. Outre La dévotion à la croix de Calderón, Le chevalier d'Olmedo de Lope de Vega, qu'il a traduit et monté 4 ans plus tard, en 1957. 2 entreprises qui, si elles participent d'un intérêt pour la scène dont il ne s'est jamais dépris, répondent également à un autre appel tout aussi puissant, celui de l'Espagne, dont il disait qu'elle était, par le sang, ma seconde patrie. Cet appel, d'abord obscur, remonte sans doute à sa première enfance, puisque ses grands-parents maternels, Étienne Sintès et Catherine Marie Cardona, avaient tous 2 leurs racines familiales à Minorque. Quelques mois avant que n'éclate en juillet 1936 la guerre civile espagnole, il avait écrit, en collaboration avec quelques amis, Révolte dans les Asturies, une œuvre collective inspirée par l'insurrection ouvrière qui, en 1934, avait embrasé cette province et que la droite, alors au pouvoir, avait durement réprimée. On ne s'étonnera donc pas que, dans la ligne de son engagement d'alors, il ait pris aussitôt parti contre Franco. Entre 1936 et 1939, il fait paraître plusieurs articles en faveur des républicains espagnols.
Par la suite, il va régulièrement mettre son talent et son prestige au service de leur cause. En 1958, enfin, il fait paraître dans Preuve Ce que je dois à l'Espagne, un témoignage d'amitié et de reconnaissance adressé aux républicains exilés et dont nous retiendrons une phrase révélatrice. « Amis espagnols, nous sommes en partie du même sang, et j'ai envers votre patrie, sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. » Cet attachement romantique pour une Espagne éternelle, dont le sens de l'honneur, l'ardeur et le souffle de jeunesse s'affirment à travers sa littérature, Camus l'a probablement pressenti sur les bancs du lycée, non pas directement, mais à partir des œuvres qui en France en expriment les valeurs, depuis le Cid de Corneille jusqu'au drame de Hugo. Et l'on conçoit que le théâtre du siècle d'or, dont ces deux écrivains se sont réclamés à des titres divers, ait retenu son attention par la suite. Dès 1937, il avait inscrit au répertoire du théâtre de l'Équipe La Célestine de Fernando de Rojas, qui fut créée le 5 décembre de cette année-là. À la veille de la guerre, il préparait une mise en scène des Bagnes d'Alger, une des pièces inspirées à Cervantes par sa captivité chez les Barbaresques. En 1946, il publie dans la collection Théâtre et Poésie, qu'il dirigeait alors chez Charlot, La Dévotion à la Croix et l'Alcade de Zalamea dans une version de Georges Pidement. Par la suite, il multipliera les signes de cet intérêt. En 1957, en avant-propos à son adaptation du Chevalier d'Olmedo, il déclare que, dans notre Europe de cendres, Lope de Vega et le théâtre espagnol peuvent apporter aujourd'hui leur inépuisable lumière, leur insolite jeunesse, nous aider à retrouver sur nos scènes l'esprit de grandeur pour servir enfin l'avenir véritable de notre théâtre. Peu avant sa mort, il avait entrepris une nouvelle version de L'Abuseur de Séville de Tirso de Molina, première cristallisation littéraire du mythe de Don Juan, tandis qu'il envisageait de réunir en volume quelques œuvres majeures du répertoire classique espagnol et qu'il songeait même à faire traduire par des écrivains de renom quelques œuvres majeures du répertoire classique espagnol et qu'il songeait même, tandis qu'il envisageait de réunir en volume quelques œuvres majeures du répertoire classique espagnol et qu'il songeait même à faire traduire par des écrivains de renom pour la bibliothèque de la Pléiade un choix de pièces de Lope de Vega, de Tirso de Molina et de Calderón. On peut raisonnablement penser qu'avec le Chevalier d'Olmedo, la dévotion à la croix aurait figuré dans cette collection. J'en viens maintenant aux circonstances du choix de la dévotion à la croix. Pedro Calderón de la Barca, 1600-1680, dont l'ample répertoire explore sur les registres les plus divers les différentes figures de l'honneur aristocratique, doit sa réputation à quelques œuvres majeures. La vie est un songe, Le médecin de son honneur, l'Alcade de Zalamea. Ce sont probablement les plus connues de ces pièces, redécouvertes par le romantisme allemand avant de retenir l'attention d'hommes de théâtre. Charles Dullin, puis Jean Vilar au siècle dernier, sont parmi ceux qui les ont fait connaître au public français. Communément qualifiées de drames, elles obéissent en fait au code esthétique de la comédia espagnole, qui rejette la distinction classique des genres et marie souvent tragique et comique au sein d'une même action. Tel est le cas de la Devoción de la Cruz, qui, à la différence des comédies d'intrigue de Calderón, souvent imitées en France au XVIIe siècle, est parfois rattachée à la veine des Comedias de Santos. Or, ce n'est pas à proprement parler une pièce hagiographique, car si, au terme d'une vie de forfait, le protagoniste, Eusebio, doit à sa dévotion à la croix du Christ de sauver son âme, il n'accède pas pour autant à la sainteté. Pièce édifiante, elle s'apparente dans un premier temps à une comédie de cap et d'épée dont l'action repose au départ sur un conflit classique. Provoqué en duel par Lisardo, qui l'accuse d'avoir séduit Julia, sa sœur, et lui refuse sa main, Eusebio le tue avant d'affronter leur père, Curcio, qui destine sa fille au couvent. Mais la tension qui en résulte se complique singulièrement dès lors qu'il s'avère qu'Eusebio est lui aussi le fils de Curcio, ce que tous deux ignorent, qu'il est donc à son insu le meurtrier de son propre frère, et que celle qu'il aime et dont il est aimé n'est autre que sa sœur. La version française que l'on doit à Camus, et qu'il intitula comme ses prédécesseurs La Dévotion à la Croix, fut le résultat d'une commande de Marcel Hérand. Organisateur du Festival Angers, Hérand, qui en avait conçu la mise en scène, connaissait l'écrivain depuis le printemps 1944, année durant laquelle il avait monté Le Malentendu. C'est lui qui, semble-t-il, eut l'idée de ce spectacle, encouragé sans doute par Camus lui-même, qui, nous l'avons vu, avait fait paraître chez Charlot en 1946 la traduction de Georges Pidement. Le texte qu'il donna à Hérand fut publié à l'issue du festival, précédé d'un avant-propos qui mérite examen. Plutôt que de rappeler les données de l'intrigue,
Camus préfère en effet insister sur l'intérêt toujours actuel de cette sorte de mélodrame religieux à mi-chemin des mystères et du drame romantique, et d'ajouter en note qu'il s'agit là de ce qu'on appelait en Espagne les autos sacramentales, genre où Calderón régna en maître incontesté. Du strict point de vue de l'histoire littéraire, cette précision est inexacte. Elle revient en effet à confondre deux types de pièces bien distincts. D'une part, la commedia, représentée au siècle d'or dans un lieu clos, appelé corral, et dont l'action, découpée en 3 actes ou journées, met aux prises des individus concrets et juxtapose tragique et comique. D'autre part, l'auto sacramental, pièce allégorique en un acte, jouée en plein air sur des chars mobiles portant décors et machines et ayant pour thème le mystère eucharistique. Du même coup, l'appellation que retient Camus laisse dans l'ombre un élément consubstantiel à la poétique de la commedia, le contrepoint comique, tantôt assuré par un valet bouffon ou gracioso, tantôt confié, comme c'est ici le cas, à des paysans naïfs impliqués dans une action qui les dépasse et qui pimentent de leurs commentaires et de leurs saillies. En revanche, en qualifiant cette œuvre de mélodrame religieux, il a donné à entendre ce qui, à ses yeux, en constituait le trait essentiel, une action fondée sur un ordre divin qui, à l'inverse de la tragédie, je cite, ne suppose aucune contestation et n'admet que la faute et le repentir. Sensible aux audaces de pensée et d'expression du plus grand génie dramatique que l'Espagne ait produit, Camus a su reconnaître dans cette pièce ce qui, selon lui, fait la grandeur du théâtre espagnol classique. Je cite, « ce corps lancé dans ses grands mouvements et ce cœur qui crie de détresse et de bonheur ». Ce qui fait à ses yeux le pouvoir d'évocation de cette pièce, capable de parler encore aux spectateurs de son temps, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, c'est, écrit-il, la grâce qui transfigure le pire des criminels, le salut suscité par l'excès du mal, sont pour nous, croyants ou incroyants, des thèmes familiers. Mais c'est plus de 3 siècles avant Bernanos que Calderón prononça et illustra de façon provocante, dans la dévotion, le « tout est grâce » qui tente de répondre dans la conscience moderne au « rien n'est juste » des incroyants. En l'absence du manuscrit original, aujourd'hui perdu, le texte de la Devoción de la Cruz a connu, tout comme la majeure partie du répertoire théâtral du siècle d'or, des attributions fantaisistes ou arbitraires, des éditions fautives, des refontes réalisées par des comédiens peu scrupuleux. La première trace imprimée que nous en conservions est un pliego suelto, c'est-à-dire une brochure, dont la parution semble se situer entre 1628 et 1633. Intitulée La Cruz en la Sepultura, la croix sur la sépulture, cette pièce est alors attribuée à Juan Ruiz de Alarcón, l'auteur de la Verdad Sospechosa, dont Corneille s'inspirera pour écrire Le Menteur. Il faut attendre la publication en 1636 de la Primera parte de las Comedias de Calderón pour que, rendue enfin à son auteur, l'œuvre apparaisse sous son véritable titre. C'est à partir de ce texte, réédité en 1640, qu'a été établi en 1848 par Juan Eugenio Artzenbusch l'édition la plus répandue parue dans la Biblioteca de Autores Españoles au tome 1 des Comedias de Calderón. Réimprimée à plusieurs reprises, elle a servi de base à celle des Obras Completas publiées chez Aguilar en 1945 par Luis Astrana Marín. Camus pouvait aisément disposer de l'une et de l'autre, mais il en a préféré une troisième, tout aussi accessible, celle qu'Ángel Balbuena Prat avait procurée en 1930 pour les Clásicos Castellanos, une autre collection à large diffusion publiée par Espasa Calpe et dont les volumes ont été périodiquement réimprimés depuis lors. La comparaison entre les éditions espagnoles et la version de Camus, comparaison que je vous épargne, fait en effet apparaître que ce dernier a suivi le texte établi par Balbuena Prat. Venons-en à Camus traducteur. Dans son avant-propos, nous l'avons vu, Camus rappelle que cette pièce a été plusieurs fois traduite. Elle l'a été par Schlegel, Wilhelm Schlegel en Allemagne, dès l'époque romantique, mais plus tardivement en France. La version française la plus répandue, celle donnée par Damassinard au tome 1 de ses chefs-d'œuvre du théâtre étranger, Paris-Gosselin 1841, a connu un succès attesté par 3 rééditions successives, 1850, 1869, 1880. En 1877, Antoine de la Tour reprend le flambeau en éditant conjointement chez Didier La Dévotion à la Croix et À secret affront, secrète vengeance. En 1907, nouvelle traduction, due cette fois à Marcel Dieulafoy, qu'il inclut dans le Théâtre édifiant, publié à Paris chez Blue en 1907. Plus récemment, 2 autres traducteurs se sont engagés dans la même voie. En 1939,
l'écrivain suisse René-Louis Piachot publie La dévotion à la croix à Fribourg. En 1946, Georges Pilleman fait paraître chez Charlot une version destinée à la scène que François Mestre montra à Paris au théâtre Sarah Bernard. À lire son avant-propos, Camus s'inscrit jusqu'à un certain point de leur sillage, puisque, dit-il, sa version n'est pas une adaptation et elle a recueilli tout le dialogue de Calderón. Toutefois, tient-il à ajouter aussitôt, elle vise surtout à fournir un texte de représentation écrit pour les acteurs. Autrement dit, elle cherche à faire revivre un spectacle, à retrouver le mouvement de ce qui fut d'abord une pièce jouée devant des auditoires populaires. Dans une interview donnée en 1954 à la Gazette de Lausanne, il sera encore plus précis. « J'aime le côté rocaille de l'écrivain espagnol. J'ai été séduit par ce style. Pour le traduire, j'ai essayé de retrouver la musique, le tempo de Calderón, de le pasticher en quelque sorte. » Comment, dans ces conditions, Camus s'y est-il pris pour atteindre le but qu'il s'était fixé? De son propre aveu, il n'avait de l'espagnol qu'une connaissance imparfaite. À la question qui lui fut posée un jour « Comment avez-vous appris l'espagnol ?» il répondit « Seul et par goût », avant d'ajouter « J'ai essayé paresseusement plutôt ». Et le résultat n'a guère été brillant. Il est plus que probable que les difficultés qu'il rencontrait dans la pratique de la langue courante se sont accrues lorsqu'il s'est trouvé aux prises avec le vocabulaire, la syntaxe, la versification des pièces de Lope de Vega et de Calderón. Nous devons à Roger Quillot d'utiles éclaircissements sur la façon dont il mit en œuvre le projet qu'il avait conçu. Il commençait par travailler avec des amis d'Outre-Pyrénées. On lui lisait le texte en espagnol pour qu'il s'imprègne du ton de la scène et des intentions de l'auteur. Après quoi, on lui fournissait une traduction mot à mot qu'il tentait de convertir sur le champ en un premier jet. Il s'efforçait aussitôt de l'améliorer. Doutait-on du sens d'une expression, on avait alors recours à d'autres amis espagnols ou à des traductions du XIXe siècle. Camus pouvait établir à loisir son texte définitif, quitte à le remanier quelque peu en répétition pour se conformer aux exigences scéniques. Sans doute a-t-il consulté, au cours de son travail, les traductions de Damas Sinard et d'Antoine de la Tour. Sans doute s'est-il aussi reporté à celle de Georges Pilleman, publiée à Alger, nous l'avons dit, par Charlot, dans la collection Poésie et théâtre que Camus dirigeait, mais sans pour autant la démarquer, contrairement à ce que Pilleman a laissé entendre par la suite. Cela étant, à en juger par la page de titre de l'œuvre qu'il a publiée, il ne s'est pas voulu à proprement parler traducteur de la Devoción de la Cruz. Il en a donné le texte français, suivant en cela d'ailleurs l'exemple de Pilleman. Reste à apprécier le résultat auquel il est parvenu. Quelques lignes tirées d'un deuxième avant-propos, celui qui est placé en tête du Chevalier d'Olmedo, permettent de comprendre pourquoi il entendait offrir un texte qui, tout en restant fidèle à l'original, puisse être dit. Et je cite. « De la libre adaptation au strict mot à mot, il y a plusieurs façons de concevoir la traduction d'une œuvre dramatique. Il me semble cependant qu'aucun traducteur ne devrait oublier que Shakespeare, par exemple, ou les grands dramaturges espagnols écrivaient d'abord pour des comédiens et en vue d'une représentation. N'importe quel acteur sait qu'il est difficile de dire une réplique qui commence par un participe présent ou par une subordonnée. Une telle phrase, courante dans les traductions dont nous disposons, manque de ce qu'on appelle au théâtre l'attaque. Une proposition principale, le verbe actif, le cri, la dénégation, l'interrogation, le vocatif sont au contraire les éléments d'un texte en action qui exprime directement le personnage en même temps qu'il entraîne l'acteur. La nécessité de ces formes s'impose plus encore quand il s'agit du théâtre espagnol du siècle d'or qui donne la primauté à l'action et à la rapidité du mouvement. Ni libre adaptation, ni strict mot à mot, tels sont donc les deux écueils que Camus a voulu éviter afin de répondre à une exigence qu'il évoquait déjà 4 ans plus tôt, mais en précisant cette fois la finalité de toutes les ressources d'une syntaxe qui doit aider l'interprète à réaliser l'union contradictoire d'un jeu large, théâtral au beau sens du mot, et d'un sentiment profond dont la vérité, par définition, est secrète. Quand le texte prend de l'ampleur, vous voyez aussi, c'est plus moi qui parle, c'est Camus, n'est-ce pas ? Désireux d'apprécier la valeur exacte d'une telle entreprise, Roger Quillot a pris le parti de solliciter l'avis d'un hispaniste, en la personne du regretté Jean Coste, qui était à l'époque assistant à la Sorbonne. Voici les conclusions de son analyse, telles que l'éditeur nous les livre. Dans la dévotion à la croix, le texte est suivi pas à pas, sans qu'aucune phrase soit supprimée.
Tout au plus Camus procède-t-il à la refonte de la phrase espagnole. Le rythme de la pièce, le ton des répliques, la hardiesse ou la beauté de certaines métaphores sont respectés. Seul le monologue de Curcio à l'acte 2 a subi quelques modifications. Si la traduction est fidèle, Camus excelle dans les passages lyriques ou dramatiques. En revanche, il semble moins à l'aise dans les scènes burlesques, inséparables de la comédia. Sans doute, certains procédés comiques, vocabulaire campagnard, prononciation dialectale, eussent-ils passé difficilement la rampe. Mais il semble qu'il n'ait pas toujours osé, par tempérament ou par crainte, de heurter les goûts classiques du public français, transposer dans toute sa violence le contraste entre les scènes pathétiques et les intermèdes parodiques ou burlesques, qui est l'un des traits fondamentaux du théâtre espagnol du XVIIe siècle. C'est le point de vue de Jean Coste et de Roger Quillot, et nous allons voir qu'il n'a pas été partagé par tous. En procédant de la sorte, Roger Quillot voulait sans doute savoir à quoi s'en tenir sur la condamnation portée 2 ans plus tôt par l'écrivain uruguayen Ricardo Paseiro, gendre de Supervielle, dans un article paru quelques jours après la mort accidentelle de l'auteur de La Peste et dont le titre « Camus massacre Calderón » est à lui seul un éreintement. Et pour tenter tout d'abord de répondre à une première question, le mot à mot qui a été fourni à Camus comportait-il des erreurs? C'est ce qui semble ressortir du relevé dressé par Paseiro. Ce dernier, dans ses appréciations, se montre nettement plus critique que Jean Coste, au point de tenir Camus pour seul responsable des contresens commis, y compris celui qui, selon lui, concerne le lieu de l'action. Cela se passe à Siena, c'est-à-dire en Italie, est-il indiqué en tête de la version française, car, écrit Camus, Siena est probablement Sienne, qui pourtant devait s'écrire Siena. Commentaire de Paseiro qui, d'entrée de jeu, donne le ton général de son article. Heureusement qu'il y a Camus, hispanisant à l'appellation contrôlée, pour taper sur les doigts de l'élève Calderón et lui reprocher sa méconnaissance de la géographie italienne, lui apprendre l'orthographe et lui révéler que la dévotion à la croix se passe en Italie, chose dont personne, et moins que personne, Calderón ne s'était avisé. Il est vrai qu'il existe dans la province du Léon un bourg du nom de Siena, ainsi qu'un autre du même nom en Aragon. Mais faut-il en conclure que Camus arbitrairement a converti le Moyen-Âge espagnol en Renaissance italienne? Rien n'est moins sûr. Outre que Sienne était souvent appelée Siena en espagnol au XVIIe siècle, une pièce de Lope qui s'appelle Los Bandos de Siena, il s'avère que 2 des protagonistes, Eusebio et Curcio, sont allés naguère à Rome, et qu'un troisième, Alberto, parti de Trente pour s'y rendre, tombe en embuscade en chemin. Curcio va même jusqu'à déclarer à Julia qu'il fut envoyé par la seigneurie de Siena pour rendre hommage au pape Urbain III et qu'il y demeura 8 mois pour discuter d'un accord qui devait la faire passer sous l'autorité du souverain pontife. Même si cette négociation semble être de pure invention, on imagine mal Calderón prêtant à un roi de Castille ou d'Aragon l'intention de céder au Saint-Siège une bourgade située au fin fond de ces États. Quant à invoquer, comme le fait Paseiro, les provincialismes et les archaïsmes dont usent et abusent les paysans mis en scène, l'argument ne tient pas. Ce ne sont pas là des traits de langage propres aux campagnes léonaises ou aragonaises, mais les caractéristiques d'un parler rustique de convention, le sayagues, dont la comédia espagnole fait un usage constant, quel que soit le pays où se situe l'intrigue. Le seul reproche que l'on puisse faire à Camus, c'est en se refusant à remplacer Siena par Sienne, d'avoir obéi à un excès de scrupules. Paseiro est dans le vrai, en revanche, lorsqu'il pointe 2 interventions de Julia qui, manifestement, n'ont pas été comprises par le traducteur. Alors, vous allez les trouver dans l'exemplier. Surprise dans sa cellule par Eusebio, Julia s'écrie « Cierra esa celda, y en ella estarás, pues atropella un temor a otro temor ». Traduisons avec Jean-Pierre Rousseau, qui a retraduit la dévotion de la Cruz pour la Pléiade, « Ferme la porte de cette cellule et reste avec moi, une peur l'emporte sur l'autre. Car, sous-entend la jeune femme, ma peur qu'on te découvre l'emporte sur ma peur de toi. » Camus, qui a senti la difficulté, indique en note, littéralement, « j'échange une crainte contre une autre ». Mais dans sa version, il fait dire à Julia le contraire de ce qu'elle déclarait dans l'original. « Ferme cette cellule, reste, je les craignais, et c'est toi maintenant que je redoute. » Un peu plus loin, demeuré seul hors du couvent, après avoir été abandonné par Eusebio, Julia, au désespoir, donne libre cours à son ressentiment. « Ninguno nos quiera bien si pretende alcanzar premio. » Comprenons que celui qui veut nous gagner prenne bien soin de ne point nous aimer. Et non pas comme Camus qui prend le subjonctif quiera pour l'indicatif quiere, personne ne nous aime assez qui prétend être payé de son amour.
Cela dit, contre toute attente, Paseiro a laissé passer d'autres erreurs qui auraient dû, elles aussi, provoquer ses sarcasmes. Ainsi, chez Calderón, lorsque Julia, devenue bandit de grand chemin, s'apprête à révéler ses forfaits à Eusebio, elle ne commence pas par lui déclarer, comme chez Camus en guise de préambule, qu'elle tirera encore une jouissance du récit qui va les faire revivre. Ce qu'elle lui dit en réalité, c'est qu'elle prendra tout autant de plaisir si elle les commet à nouveau. Un peu plus tard, à l'approche du dénouement, Eusebio, à l'agonie, se rappelle la promesse que le vieil Alberto lui a faite naguère, l'entendre en confession le jour où il sera à l'article de la mort. Il se tourne alors vers Curcio, mais les propos qu'il tient dans la version de Camus, « Et maintenant, bien que la mort soit déjà sur moi, je me tourne vers toi et vers ce vieillard aussi dont j'ai la promesse », ne correspondent ni à la lettre du texte espagnol, ni à la situation décrite. Eusebio, en effet, est sans nouvelles d'Alberto et ignore qu'il se trouve à ce moment à Rome. Par conséquent, non seulement le vieillard n'a pas encore fait son apparition, mais du point de vue de celui qui l'appelle, peut-être n'est-il plus de ce monde, d'où le véritable sens qu'on sévère. Et je songe maintenant à ce vieillard, même s'il est mort aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, Camus, nous l'avons vu, déclare avoir recueilli tout le dialogue de Calderón. L'affirmation doit être nuancée. Il faut d'abord se rappeler une évidence. À l'instar de toute la production dramatique du siècle d'or, la Devoción de la Cruz est écrite en vers selon un schéma polymétrique, c'est-à-dire un ensemble de combinaisons métriques et strophiques dont l'alternance vise à exprimer la diversité des conditions, des situations, des registres. Le traducteur, cela va de soi, n'a pas cherché à transposer ces combinaisons dans sa prose, prenant ainsi une première distance avec le texte espagnol. De plus, un certain nombre de passages, quoique traduits, ont été placés par Camus entre crochets dans l'édition parce qu'ils avaient été supprimés à la représentation. En particulier, les apartés, qui ne sont conservés, dit Camus, que lorsqu'ils contribuent vraiment à l'action, c'est-à-dire quand ils apportent de l'information au spectateur, tandis qu'une douzaine de vers de l'original ont été retranchés sans conséquence majeure. Camus a introduit une vingtaine d'incises afin d'accentuer la tension du dialogue ou donner plus d'intensité à une réplique. Au moment de se battre en duel avec Lizardo, Eusebio conclut son long monologue en s'exclamant « Voilà ce que je suis. Je sais, sans que tu me le dises, où est la raison, où est la folie. » La deuxième de ces phrases est due à l'initiative du traducteur. De même, lorsque Julia révèle à Arminda, sa suivante, que Lizardo, après avoir découvert les lettres d'Eusebio dans son secrétaire, s'est enfermé avec son père, Camus met cette exclamation dans sa bouche « Il préparait ma perte, sois-en sûr. » Un peu plus tard, s'adressant au paysan qui lui apporte le cadavre de Lizardo, Curcio s'écrie « Hélas, ami, c'est en vain que je crie vers le ciel. Dites-moi qui a tué ce fils dont la vie me faisait vivre. » Ici encore, Camus insère quelques mots « C'est en vain que je crie vers le ciel » qui visent à souligner le désespoir du père. Au début de la dernière journée, le paysan Gil, parti chercher du bois dans la montagne, se retrouve nez à nez avec Eusebio. « Dieu du ciel, c'est lui. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Oh, que j'ai peur !» Le proverbe ajouté rend plus sensible la panique qui s'est empérée du manant. Enfin, lors de son ultime réapparition, Julia chez Calderón échappe à la colère de Curcio en appelant la divine croix à son secours. « Que yo mi palabra os doy de volverme a mi convento y hacer nueva vida. » Je fais aujourd'hui serment de retourner au couvent et d'y mener une nouvelle vie. Chez Camus, elle ne s'en tient pas là, et l'engagement qu'elle prend avant de disparaître dans les airs l'amène au-delà de ce qu'elle promettait dans l'original. « Sainte Croix, viens à mon secours, aide-moi, et je jure de vivre à nouveau sous ton signe et de naître une seconde fois. » Parfois, les changements opérés portent sur un substantif ou sur l'épithète qui le qualifie. C'est ainsi que « à l'écart du chemin », apartada del camino, devient « à l'écart du monde ». Les flammes féroces, la llama fiera, les flammes invincibles. Avec un autre homme, con otro hombre, avec un ami. Que ce mot te sauve de la mort, a que esa hoz te defienda de la muerte, que la croix te sauve de la mort. Tais-toi, infâme, calla infame. Tais-toi, chienne. Ta plainte importune, tu error importuno. Ton dérèglement obstiné. J'imaginais mon infortune, imaginé mi desgracia, je conclus à ma déchéance. Quelle force inhumaine, que inhumana fuerza. Quel démon enflammé de fureur. Quelle main cruelle, que tirana mano. Quelle bête furieuse. Ce plomb impitoyable, à quel plomo inclemente. Ce plomb sans âme. Une arquebuse et des habits. Arcabuz le podrei dar un vestido. Une arquebuse et un baudrier. Il est aussi des cas, une vingtaine, où le traducteur substitue à l'original un équivalent de son cru, qu'il s'agisse d'un qualificatif, d'une expression, d'une exclamation, ou même de toute une phrase. Voici quelques exemples de ce procédé. Pudiera hallar contra mí la fortuna más rigor. Au lieu de « le sort pouvait-il se montrer plus cruel envers moi ?» nous trouvons « tout se ligue contre nous ».
Que más la duda me ofende signifie ton hésitation m'irrite encore plus. Au lieu de quoi nous avons il est pénible d'attendre. Esto solo me faltaba veut dire il ne me manquait plus que cela. Camus traduit ceci m'accable. A mi temor el sentimiento igualas, autrement dit l'inquiétude s'ajoute à ma douleur. Est ainsi rendu, tu confirmes mes pressentiments. Dernier exemple, más después habrá lugar, au lieu de mais j'aurai le temps après, nous trouvons mais enfin ces jolis jeux seront pour plus tard. Nous avons là un aperçu d'une réécriture dont les exemples se multiplient au fil du texte. Plus d'une fois, c'est toute une phrase qui est réélaborée. Camus en conserve le sens, mais l'élague, la condense ou l'allège, lui donnant ainsi plus de relief. Voyons par exemple comment Gil, témoin de la mort de Lizardo, répond aux autres paysans qui, survenus après coup, lui demandent ce qui s'est passé. Dans l'original, le dialogue est mené comme suit. Menga, ¿quién me mató? Gil, ¿qué sé yo? Tirso, ¿quién murió? Gil, no sé quién era. Toribio, ¿quién cargó? Gil, ¿qué sé yo quién? Blas, ¿y quién les llevó? Gil, ¿quién quiera? Camus modifie cet échange de répliques en créant un effet d'écho qui vise à souligner le désarroi de Gil, bouleversé par un événement qu'il dépasse. Menga, qui l'a tué? Gil, qui l'a tué? Tirso, qui est mort? Gil, qui est mort? Toribio, qui l'a chargé? Gil, qui l'a chargé? Blas, et qui l'emportait? Gil, et qui l'a voulu? De même, là où une traduction académique s'attache à suivre le texte original, il me vient en même temps des colères compatissantes et des compassions féroces. A un tiempo vienen envueltas iras piadosas entrepidades crueles, Camus écrit « La fureur et la pitié me déchirent ». Au lieu de « avec dans une main l'amour et dans l'autre le malheur présent », en una mano el amor y en otra el rigor presente, nous trouvons « je t'aime et le destin noué ». Si je prends courage malgré ma peur, je prends peur malgré mon courage. Si me animo temeroso, animoso me acobardo, est remplacé par « ô craintif courage, lâcheté intrépide, je trébuche en plein élan ». Soldats, c'est le jour ou jamais de montrer votre courage et votre fougue. Soldados, este es el día de mostrar aliento y brío. Devient courage, frère. Au lieu de je crois que la meilleure médecine pour l'âme est celle de Dieu. Sospecho que la mejor medicina para el alma es la divina. On trouve Dieu seul sait soigner les âmes. Je voudrais que ma douleur noie sous ses pleurs cette montagne, même si les larmes que versent mes yeux sont des larmes de feu. Abracen mis ojos ou mis enojos este monte con llanto, puesto que es fuego el llanto de mis ojos, est ainsi rendu. Ah, ma douleur pourrait incendier cette montagne de ses larmes, une lave brûlante coule de mes yeux. Ricardo Paseiro oppose à cette version celle de Georges Pilleman, publiée à l'initiative de l'auteur de La Peste. Il prouve ainsi, soit dit en passant, que si Camus a pu à l'occasion consulter le texte de son prédécesseur, il ne l'a pas pour autant démarqué. Il s'appuie sur cette comparaison pour porter sur son travail un jugement sans appel. De l'aveu de M. de la Palisse, Calderon est un poète baroque. Camus le sait, mais impuissant à rendre cette merveilleuse poésie, il s'invente un beau système pendulaire. Le compliqué, il l'émonde, le difficile, il le traite à la hache. Par contre, il alambique tout ce qui est simple, torture ce qui est direct, noircit ce qui est cristallin. Quelles que soient les erreurs, entre guillemets, commises par le traducteur, cette condamnation est non seulement injuste, mais inappropriée. Armé de sa férule, Paseiro méconnaît aussi bien la tension constante entre simplicité classique et pathos mélodramatique qui caractérise cette réécriture que la finalité qui la justifie. Le parti qu'a pris Camus s'imposait en effet pour assurer une parfaite adéquation entre gestes et paroles, permettre à la pièce de passer la rampe et faire en sorte que les comédiens puissent incarner dans un décor de plein air le paroxysme des passions et des situations. Deux critiques qualifiés, Jacques Lemarchand et Bernard Dort, ne s'y sont pas trompés. Et les comptes rendus qu'ils nous ont laissés de ce spectacle résument le sentiment de tout un public. Pour Jacques Lemarchand, c'est en effet le mouvement même de l'œuvre de Calderon que Camus a épousé. Mais c'est sur la langue dramatique, sur la recréation d'un langage dramatique, voire mélodramatique, qu'a porté l'effort du traducteur. À la représentation, c'est d'abord à ce langage que nous avons été sensibles. Il a éclaté très tôt, et c'était le langage même qu'il fallait pour nous faire croire au drame incroyable et merveilleux qui allait s'imposer aux spectateurs. Bernard Dort, pour sa part, n'est pas moins élogieux dans ses propos. Traduisant Calderon, Camus parlait ici le vrai langage du théâtre, dépouillé sans être pauvre, rude mais non sommaire, lyrique enfin, animé de l'intérieur par une profonde respiration, le souffle des héros de Shakespeare, Sophocle ou Corneille. Juger la recréation opérée par Camus comme on le ferait d'un exercice académique ne peut mener qu'à une impasse. Avec le recul du temps, il nous apparaît conforme au but que s'était fixé l'auteur de La Peste, qui entendait tenter et a su mener à bien une véritable entreprise de renouvellement théâtral. Je vous remercie.